Merci encore une fois de nous avoir rejoints pour ce quatrième webinaire. Je vais me présenter rapidement. Je suis Frédéric Ravilly, je suis délégué régional du pôle mer Bretagne-Atlantique en région Pays de la Loire. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce quatrième épisode, quatrième dans une série de webinaires qui sont consacrés à l'économie maritime. Alors, cette fois-ci, le thème portera sur les opportunités offertes par les bioressources marines. Ce webinaire, comme les précédents, est co-organisé entre le pôle mer Bretagne-Atlantique et la French Tech Saint-Nazaire, la Baule Pornic, et afin, dans l'objectif, mais on va y revenir évidemment, de proposer, de participer, disons, à l'acculturation des French Tech à l'économie bleue. Avant de laisser Pierre présenter la French Tech, quelques mots sur le pôle mer Bretagne-Atlantique. Donc, nous sommes un pôle de compétitivité. On représente 450 membres sur l'ensemble du Grand Ouest, 450 adhérents à notre association. Notre métier, c'est l'accompagnement de projets d'innovation, si possible collaboratifs, c'est-à-dire à plusieurs entreprises, également avec des laboratoires de recherche. Et notre travail consiste à les accompagner dans cette démarche qui peut être un petit peu complexe, de trouver les partenaires, trouver les financements, rédiger correctement les demandes et de faire en sorte d'avoir un maximum de chances, disons, d'être élu à du financement public. Le budget qu'on a réussi à mobiliser depuis la création du pôle en 2005, 20 ans cette année, c'est plus de 2 milliards d'euros aujourd'hui de budget de R&D. Et on articule notre travail sur l'économie bleue autour de 6 grands domaines d'action stratégique que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Pour les citer rapidement, on parle de sûreté et de sécurité maritime, on parle de naval, de nautisme, d'énergie marine et des grands fonds marins, de bioressources marines qui est le thème qui va nous intéresser aujourd'hui, des sujets autour de l'environnement globalement, et puis pour terminer, les sujets portuaires. Vous voyez un scope assez large. Je vais m'arrêter là pour le pôle. Pierre, si tu veux prendre la parole pour te présenter, et quelques mots peut-être sur la French Tech et son ambition dans le cadre de l'économie maritime. Bonjour, merci Frédéric, merci Anne-Cécile. Donc Pierre Mier, moi je suis l'un des animateurs de la French Tech donc sur le territoire Saint-Nazaire, la Baule, Pornic. On est une jeune communauté créée en 2019. On couvre donc du nord au sud 3 EPCI, Guérande au nord, Saint-Nazaire au milieu, et on franchit la Loire via le pont pour aller jusqu'à Pornic. Le rôle d'une communauté French Tech qui s'inscrit dans un réseau donc avec une mission nationale à Paris, des capitales qui sont les grandes métropoles, en l'occurrence Nantes pour nous. Donc le rôle d'une communauté sur un territoire, on est le plus fin niveau de maillage, territorial. Et notre rôle, c'est d'animer un écosystème d'innovation, de créer les conditions pour favoriser l'émergence, le développement, la croissance des projets innovants. Aujourd'hui, la French Tech, qui a été très longtemps numérique, n'est plus réellement que numérique. Elle s'ouvre de plus en plus vers l'industrie dans le cadre de la dynamique France 2030. Je pense que c'est tout l'objet du rapprochement avec le pôle mer Bretagne Atlantique dans cette opération générale donc, qui a démarré en janvier avec 4 webinaires et qui nous amènera le 12 mai à un événement sur le financement de l'économie bleue à la Baule, mais on en reparlera plus tard. Voilà, c'est de montrer que sur notre territoire, l'économie bleue est un enjeu majeur de développement. Il y a plusieurs dynamiques, notamment deux labellisations, que sont Territoire d'industrie, qui adresse plutôt les TPE-PME, et ZIBAC, plutôt pour les grands donneurs d'ordre. Et que dans ce dispositif global, la French Tech a un rôle à jouer, a son rôle à jouer, et on est très, très content de pouvoir s'appuyer sur l'expertise, le savoir-faire, la grande expérience du pôle pour aussi acculturer notre communauté à l'ensemble de ces enjeux selon les 6 domaines stratégiques que tu as rappelés, Frédéric. Voilà, je cède la parole à Anne-Cécile pour la suite. Alors, je vais la garder encore un tout petit peu avant de On présenter te la redonne. Anne-Cécile. Si, pour vous expliquer le déroulé de ce webinaire. Donc, on va revenir rapidement sur les objectifs de ce webinaire en particulier, mais plus globalement, effectivement, de la démarche que l'on suit là avec Pierre depuis le début de l'année. Et puis, effectivement, on aura le plaisir d'écouter ensuite Anne-Cécile Goulet sur les enjeux et opportunités des bioressources marines. Et puis on se laissera, suite à cette intervention, quelques minutes de questions-réponses selon les interrogations que vous pourriez avoir. Et puis on conclura avec Pierre sur la présentation de 2 événements importants que l'on souhaite vous proposer, qui vont se dérouler maintenant dans une petite quinzaine de jours.
Rapidement, avant de laisser la parole à Anne-Cécile, les objectifs de ces webinaires, bah, comme ça a été dit hein, dans l'introduction, ces webinaires sont destinés à mieux faire connaître l'économie maritime, l'économie bleue. Donc les mois précédents, on a eu l'opportunité de vous présenter les enjeux autour des énergies marines renouvelables, ça c'était en janvier. Ensuite sur la décarbonation du secteur maritime, ça c'était le mois de février. Le mois dernier, en mars, on a eu une intervention autour des enjeux portuaires. Et donc on conclut ce cycle avec le quatrième pilier de l'économie bleue que sont les bioressources marines. Alors volontairement, on a fait un choix où on va plutôt se focaliser sur les secteurs émergents. On va pas trop aborder les sujets plus traditionnels des bioressources marines dans lesquels on met évidemment la pêche et l'aquaculture. Bon voilà, c'est un choix, on avait un temps un petit peu limité, et donc on a préféré se focaliser plutôt sur les secteurs émergents. Au-delà de ces connaissances sur le secteur, l'idée c'est aussi de vous inciter à vous tourner vous aussi vers l'économie maritime, hein. C'est pour ça qu'on s'adresse à l'ensemble des French Tech nationales dans ces webinaires. L'idée c'est d'essayer d'identifier sur ces enjeux en quoi vos compétences pourraient servir ces marchés que va décrire Anne-Cécile juste après. Puis évidemment pour vous offrir des opportunités de diversification ou de croissance. Et puis donc comme je le disais, le dernier point c'est ce sur quoi on conclura les enjeux autour de deux manifestations et de la présentation de deux événements sur le mois de mai là qui vont toucher ces sujets d'économie bleue. Alors, écoutez, oui, avant de passer définitivement la parole à Anne-Cécile, quelques mots sur son parcours. Donc, Anne-Cécile, tu es ingénieure en génie biologique, diplômée de l'université l'université technique de Compiègne. Tu es aussi responsable de l'animation de la feuille de route, alors c'est pas la mienne, pardon, de la feuille de route régionale sur les microalgues, région Pays de la Loire. Donc voilà, c'est à ce titre-là que tu as rejoint l'équipe d'Atlampol et du pôle mer. Et puis donc au sein du pôle, tu as en particulier aussi ce rôle d'animatrice de la thématique bioressources marines. Voilà, écoute, je te laisse la parole pour une grosse vingtaine de minutes. Et donc tu me dis quand tu veux que je passe les slides au fur et à mesure. Merci. Très bien. Merci, bonjour à tous. Donc, en effet, je suis Anne-Cécile. Merci de l'invitation à parler des bioressources marines. Comme le disait Frédéric en introduction, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'explorer plusieurs aspects des biotechnologies bleues. Donc, slide suivante, s'il te plaît, Fred. Où on va commencer déjà par définir son périmètre, en fait, de quoi on parle, parce qu'en effet, on ne va pas parler d'aquaculture et de pêche, et donc les données qui seront présentées concerneront vraiment les biotechnologies marines. On va ensuite analyser les dynamiques de marché et ensuite présenter des acteurs de ce secteur pour ensuite enchaîner sur une partie dédiée à l'investissement en biotechnologie bleue et conclure sur un focus sur la filière microalgues dans le cadre de l'animation de la feuille de route précédemment citée. Voilà. Slide suivante, s'il te plaît, Fred. Donc tout d'abord, qu'est-ce que sont les biotechnologies bleues Donc vous avez la définition officielle de l'Observatoire de l'économie bleue de l'Union européenne ci-contre. Et donc quand on parle de biotechnologie bleue, ce qui nous intéresse, c'est comment on utilise les organismes marins ou les écosystèmes aquatiques et les processus biologiques qui y sont associés pour développer des produits et des technologies qui vont être bénéfiques à la société. Donc, l'objectif des biotech bleues, c'est de valoriser le potentiel, qui est majoritairement encore inexploré, des océans, tout en veillant à préserver l'équilibre de ces milieux fragiles. Donc, par organismes marins, c'est extrêmement diversifié ce qu'on entend. Ça va des micro-organismes, vous avez quelques illustrations ci-contre, donc des microalgues, des cyanobactéries, des algues marines et aussi des invertébrés, les coraux, les éponges, ainsi que les coproduits issus de la pêche, issus des poissons. Et donc, pourquoi on s'intéresse à ça en Europe? C'est parce qu'on bénéficie d'une riche biodiversité issue des larges littoraux de nos côtes et on veut mettre du coup cette biodiversité au service de l'innovation. Et face à cette grande variété d'organismes vivants, il est assez raisonnable de penser que le potentiel des biotechnologies bleues aujourd'hui reste encore largement inexploré. Et donc, c'est pour ça que les biotech bleues, ça représente une solution assez prometteuse qui concilie innovation et respect de l'environnement. Et donc, le terme biotech bleu, pour vous, peut-être, il fait écho aux biotechnologies de manière générale. Et en fait, ça s'inscrit dans une classification assez large des biotechnologies par couleur qu'on utilise pour différencier les différents domaines d'application.
C'est une approche colorimétrique qui a été faite pour simplifier en fait les enjeux scientifiques des biotechnologies au sens large. Donc peut-être que vous avez déjà entendu parler des biotechnologies rouges concernant la santé et la médecine, les biotechnologies vertes, sur l'agriculture, donc tout ce qui va être amélioration des cultures, biopesticides, OGM, ou encore les biotechnologies blanches avec l'industrie, la production d'enzymes pour l'industrie textile ou chimique. Donc voilà, j'espère que pour vous maintenant, la biotech bleue, c'est plus clair ce de quoi on parle. Prochaine slide, s'il te plaît, Fred. Et donc justement, qu'est-ce qu'on en fait de ces biotech? La biotech bleue, c'est pas un secteur économique autonome, ça englobe plutôt un large éventail d'activités avec des champs d'application qui sont très diversifiés. En agriculture, par exemple, on peut utiliser des algues ou des micro-organismes marins comme fertilisants pour améliorer la résilience des cultures. Dans le domaine des matériaux, on peut valoriser des biopolymères issus, encore une fois, de ressources marines pour le traitement des textiles ou alors faire des nouveaux emballages. On voit aussi de plus en plus des applications dans le domaine de la dépollution. On va parler souvent de bioremédiation, donc ça va être le traitement de l'eau, le traitement de l'air ou encore le traitement des sols par ces organismes marins et ces organismes aquatiques, puisque justement certains micro-organismes vont avoir des capacités métaboliques pour dégrader des polluants organiques, des métaux lourds et d'autres contaminants qu'on peut retrouver par exemple dans les eaux usées. Un autre champ d'application va être le champ de l'énergie. Donc là, en effet, c'est extrêmement innovant puisque il y a des bactéries électrogènes parfois qui peuvent être utilisées dans des piles à combustible microbien. Encore une fois, les bioressources marines peuvent être utilisées dans ce champ d'application. Je terminerai par, en tant que marché applicatif, sur la santé et la cosmétique, puisque justement, de par cette grande biodiversité qui est encore largement inexplorée, un des secteurs, et j'y reviendrai juste après, qui est très investigué, ça va être la recherche de nouveaux actifs pour le développement de médicaments anticancéreux, des composés anti-inflammatoires ou encore développer des produits en nutraceutiques. Voilà. Donc les biotech bleues, c'est des organismes vivants extrêmement diversifiés, mais aussi des champs d'application plus diversifiés. Et maintenant, je vous propose de passer à la partie suivante avec des éléments de marché. Donc, maintenant que le périmètre des activités des biotech bleues est limité, je vous propose plutôt de regarder en termes de chiffres combien ça pèse les biotech bleues. Et là, la question, c'est un peu plus compliqué d'y répondre puisque la nomenclature statistique actuelle des activités économiques de la communauté européenne, elle n'a pas de code spécifique pour les biotechnologies bleues. Ça ne veut pas dire que on n'a pas de chiffres, vous en envoyez ces contre, mais c'est que ce n'est pas des données officielles sur le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée ou l'emploi du secteur, mais des estimations. Et donc aujourd'hui, on a différentes estimations de la valeur marchande mondiale, donc là on est bien sur l'échelle monde, qui varie aujourd'hui pour 2025 entre 3,3 et 5,3 milliards d'euros. Et du coup, les taux de croissance annuelle composés associés à cette pesée du marché, ils convergent globalement autour de la même dynamique de croissance, avec une croissance soutenue de plus de 7%. Voilà. Et si on passe cette fois-ci sur la répartition géographique des slides, c'est la slide suivante, sur les parts de marché en Europe. Donc là, on revient sur le périmètre européen et que l'on compare les différents membres de l'Union européenne. L'Allemagne et la France, comme vous pouvez le voir, elles représentent à elles seules presque la moitié de la valeur du marché. Et du coup, ces deux pays, ils sont aussi projetés en termes de taux de croissance pour croître les deux les plus rapidement que les autres États membres de l'Union européenne dans ce domaine-ci. Et donc, si on croise ça avec les champs d'application que j'ai présentés juste avant sur la slide suivante, c'est en effet les secteurs du médical et les secteurs de la pharmaceutique qui vont être en tête pour le développement des biotech bleues, tant au niveau européen que mondial. Là, les données, elles sont sur le champ européen, mais à l'échelle mondiale, on observe la même dynamique de croissance. Et donc, en 2021, on estimait que presque un quart de la valeur du marché, elle se concentrait sur la découverte de médicaments. Ça peut s'expliquer notamment parce que les applications pharmaceutiques et médicaments, c'est une valeur ajoutée qui est plus importante que les autres applications qui sont citées ici sur la faisabilité économique de leur valorisation. Voilà, ça se vend plus cher et du coup, les coûts de transformation associés à la valorisation des bioressources marines en pharmaceutique sont plus facilement absorbés dans le prix de vente.
Concernant, donc ça c'était pour la découverte de médicaments, la partie développement de vaccins et génomique, pour eux ça va être aussi des champs d'application qui vont être des réels moteurs de croissance pour ce secteur-ci, puisque encore une fois ils ont des taux de croissance annuelle composée cette fois-ci de quasiment 10% respectivement qui ont été estimés à l'horizon 2032. Donc on voit vraiment ces applications santé comme un réel moteur du développement des croissances bleues, du développement économique des biotech bleues. Et du coup, les tendances entre les champs d'application, elles sont communes à tous les États membres de l'UE. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de différence entre les différentes applications, qu'on soit en France, en Italie ou en Grèce. C'est vraiment les vaccins, la génomique et la découverte de médicaments qui boostent la filière. Voilà. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder comment ça se traduit sur le territoire avec un exemple concret d'entreprise du secteur des biotech bleues avec, Algina, une entreprise d'Algina qui illustre bien comment on transforme des ressources naturelles locales en des produits utiles et durables, puisque, comme vous pouvez le voir sur la slide, Algina, il réutilise les coquilles d'huîtres pour proposer une gamme de produits très variés, des produits brevetés. Donc le premier, c'est Kaomer, ça va être une porcelaine qui bénéficie de la blancheur nacrée de l'huître. Leurs produits VivaWay, quant à lui, ce sont des pavés drainants qui sont fabriqués à partir de granulats coquillés. Et VivaRoof, c'est une solution pour végétaliser les toitures qui va combiner les avantages des coquilles d'huîtres et des composés naturels pour favoriser cette végétalisation. Et donc, encore une fois, on est sur des champs d'application très diversifiés. Et Algina, c'est une start-up qui a été créée en 2018 et qui s'apprête à inaugurer fin 2024 son usine 4.0 à Poiré-sur-Vie à la fin de l'année. Et c'est vraiment un bel exemple, une belle success story. Ce projet, il va permettre de réhabiliter une ancienne friche industrielle, c'était une fonderie, et ça va vraiment marquer une étape importante dans l'industrialisation de leur process de transformation de produits coquillés. L'ambition de l'entreprise aujourd'hui, c'est d'avoir une capacité de traitement et de transformation de coquilles d'huîtres de 40 000 tonnes par an. Et du coup, c'est un modèle qui montre bien comment une entreprise peut couvrir l'intégralité de la chaîne de valeur, puisqu'Algina, elle s'occupe aussi de la collecte et de la logistique associée à la collecte de sa ressource, les coquilles d'huîtres, jusqu'à la fabrication des produits finis. Ça permet justement à l'entreprise de maîtriser chaque étape du processus et in fine de proposer des solutions innovantes tant du point de vue environnemental qu'économique. Concernant la partie investissement maintenant, si on voit maintenant que vous avez une vision plus précise des biotech et de leur marché sur la dynamique d'investissement à l'Europe, je voudrais tout d'abord parler de la Blue Invest, qui est en fait une initiative de la Commission européenne qui vise à soutenir justement les PME innovantes dans toute l'économie bleue, donc pas que les biotech, et sur laquelle s'appuie fortement cette partie, puisque les résultats présentés sont issus de leur étude de mars 2024 sur les activités et les opportunités de financement. Donc l'objectif de la Blue Invest, c'est vraiment de faciliter l'accès au financement des PME et des startups en renforçant leur visibilité auprès des investisseurs. Et donc, pour passer à la répartition géographique des investissements, on est toujours sur la même slide, la slide de d'avant, merci. Donc, comme on l'avait vu sur l'aspect marché, on le retrouve sur l'aspect Invest, puisque l'activité va se concentrer autour de 4 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, qui portent une attention particulière à la recherche scientifique et à l'innovation de ce domaine. Et ça se traduit dans la dynamique d'investissement, puisque depuis 2018, on voit que la France, de son côté, elle représente plus de 30% des deals dans l'Union, et que la somme des 3 autres, donc Italie, Allemagne et Espagne, les 3 barres de histogramme ensuite, compte pour presque la moitié. Et comment on peut l'expliquer? Alors déjà, pour la France, c'est par rapport à l'importance du territoire maritime français, qui est le deuxième au monde. Aussi, sa composition géographique, sa répartition géographique, notamment avec l'espace au niveau des Outre-mer, qui est sur l'ensemble du globe et qui donne ainsi accès à une très grande biodiversité d'écosystèmes marins, diversité d'écosystèmes marins et biodiversité associée. Et enfin, en France, on a quand même un environnement commercial qui est fortement favorable aux startups, soutenues dans un réseau établi de fonds seed et early stage, comparé à d'autres pays de l'Union européenne.
Sur la partie maintenant volumétrie de l'investissement, en termes de volume, si on regarde entre 2018 et 2023, donc barre d'histogramme de droite, les investissements ont atteint presque 200 millions d'euros et près de 50 millions depuis 2021. On voit vraiment une accélération et une tendance positive depuis 2021 avec une fréquence de transactions de 26 transactions par an, qui est un chiffre similaire aux autres secteurs de l'économie bleue tels que les énergies renouvelables ou la construction navale, évoquée par Fred au début. Donc les biotech ont maintenant vraiment une dynamique, une fréquence d'investissement comparable à ces autres secteurs. Après, quand on regarde vraiment la typologie d'investissement et les volumes associés, plus de la moitié des transactions, par contre, ça concerne des investissements en phase d'amorçage, où il y a une part également de subventions qui est largement au-dessus de la moyenne européenne par rapport aux autres secteurs. On a 17% de subventions en biotechnologie bleue contre une moyenne de 7% dans les autres secteurs, comme les énergies renouvelables ou la construction navale. Donc, de la même façon, on peut regarder au niveau du volume, la taille médiane des opérations observées, elle est à 1,3 million d'euros et donc plus faible que celle des autres secteurs combinés où on est à 1,9 million d'euros. Ça reste assez cohérent en fait avec le tissu économique des biotech bleues qui reste dominé par des entreprises de plus petite taille, des PME. Mais il est probable que le nombre d'investissements continue d'augmenter à mesure que l'industrie gagne en maturité, avec des technologies aujourd'hui qui ne sont pas considérées comme assez matures pour un déploiement à grande échelle, mais avec une accélération depuis 2021 qui est observée. Si on passe cette fois-ci à la typologie des investissements, on voit que c'est plutôt les VC, les incubateurs et accélérateurs qui représentent plus de 40% de la base des investissements. Et c'est aussi fortement soutenu par les différents gouvernements de l'UE qui comptent pour 14% du volume. Donc encore une fois, c'est à mettre en regard avec la part de subventions importante en biotech bleue par rapport aux autres secteurs. Voilà, c'est assez cohérent parce que l'accent il est vraiment mis sur le soutien aux technologies émergentes. On a une forte présence de capital risque parce que c'est prédominé le tissu économique par les startups et par des entreprises en phase de démarrage. Mais justement, le fait qu'il y ait une grande part des incubateurs et des accélérateurs, ça montre l'accompagnement qui est aussi proposé à ces entreprises avec un soutien assez solide, certes en termes de fonds, mais aussi en termes d'accompagnement et de mentorat pour favoriser le succès des projets émergents. On a aussi une assez forte fréquence des opérations qui est observée, c'est-à-dire qu'il y a une certaine prudence des investisseurs face à l'immaturité du secteur. Ils préfèrent limiter leur exposition et répartir leurs risques. Et du coup, les entreprises elles doivent souvent mobiliser plusieurs partenaires pour réunir les fonds nécessaires à leur développement. Mais il y a beaucoup d'investisseurs, par contre, qui, lorsqu'ils accompagnent une entreprise, suivent leur participation initiale à travers les différentes phases de financement. Donc, on garde la même composition d'investisseurs, du capital d'amorçage, et puis ensuite, les entreprises sont rejointes par d'autres investisseurs pour les séries A, séries B, séries C. Et du coup, ça montre qu'il y a un fort soutien des projets tout au long de la vie de l'entreprise. Sur la partie droite, vous pouvez également voir le nombre d'investisseurs actifs. Et ça a considérablement augmenté depuis 2018. Avant 2018, le nombre d'investisseurs il était relativement stable, mais on voit un afflux important de nouveaux investisseurs au cours des 5 dernières années, ce qui montre un intérêt croissant pour le domaine. Et c'est à mettre en regard justement avec cette fameuse accélération du nombre de transactions depuis 2021. Donc globalement, on a une montée en puissance des investissements qui témoignent d'une bonne dynamique et d'un potentiel de croissance de secteur. On parle d'accélération puisque le nombre et le volume d'investissement augmentent de plus en plus et que les investisseurs justement suivent leur investissement depuis la phase de démarrage jusqu'aux étapes plus avancées. Donc un potentiel clair pour le marché. Donc certes, c'est un secteur qui manque de maturité avec technologique aujourd'hui, avec une part importante de subventions et d'investissements en phase d'amorçage et d'early stage, mais en même temps, le tissu économique est principalement composé de jeunes entreprises en phase de croissance, dont les technologies justement nécessitent ce soutien fort à l'amorçage pour devenir matures et être déployées à grande échelle sur leur marché.
Et du coup, pour conclure, c'est vraiment les histoires de succès émergentes au sein des entreprises européennes qui vont permettre de catalyser cette dynamique d'investissement et susciter l'intérêt des investisseurs et qui va permettre aussi d'augmenter le volume des transactions qui reste aujourd'hui encore relativement faible. Et c'est tout ce qui est proposé dans le cadre de l'école de l'investissement. Je vais finir par quelques mots sur la filière microalgues. Justement, à l'occasion de l'école de l'investissement, on souhaitait également mettre en lumière une filière à haut potentiel présente sur notre territoire. Donc, avec la filière microalgues et Microalgues Ouest, qui est un cluster qui rassemble les acteurs impliqués dans cette filière. Donc, tous les coquilles d'huîtres d'Algina, les microalgues, ça offre une multitude d'applications en tant qu'actifs médicamenteux, d'alternatives aux protéines ou encore de biostimulants ou une solution pour le traitement des eaux. Et on a vraiment la chance d'accueillir sur notre territoire un écosystème qui est reconnu historiquement, à la fois sur le plan national et international, et qui couvre l'intégralité de la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation de produits innovants. Et du coup, pour en savoir davantage et découvrir les activités sur les microalgues, il vous est proposé de participer en prélude de l'école de l'investissement à la visite de la plateforme de R&D Algosolis, qui est dédiée à l'exploitation industrielle des microalgues et au soutien de la maturation technologique de la filière. Voilà, je vous remercie. Bien, merci beaucoup, merci beaucoup Anne-Cécile pour tous ces éléments. Alors, est-ce qu'on a quelques questions dans le fil de la discussion? Alors, je ne vois pas pour l'instant. Moi, par contre, j'avais quand même une ou deux questions, Anne-Cécile, si tu veux bien. Tu as décrit un petit peu la répartition au niveau national des différents secteurs d'activité sur lesquels les applications des bioressources marines commencent à se déployer, avec on l'a vu, une forte dynamique sur les aspects plutôt santé. Est-ce que cette dynamique-là, on la retrouve également dans les autres pays, à minima européens, voire un peu plus loin, ou est-ce que c'est propre à la France? Alors, on le retrouve au niveau de l'UE, c'est assez homogène, même s'il y a certaines disparités, mais en fait, on va avoir plutôt une spécialisation sur les champs applicatifs, plutôt à l'échelle des régions d'un même État. Mais si on fait la moyenne vraiment nationale et qu'on compare la France et l'Allemagne, bah, on va avoir à peu près les mêmes proportions de marché. Et par contre, si on regarde les proportions à l'échelle Pays de la Loire versus Hauts-de-France, là, par contre, peut y avoir certaines disparités. Mais c'est en fonction des expertises aussi portées par les différents bassins universitaires à l'échelle d'un même pays. Mais en termes de les pays entre eux, c'est homogène. Et, alors, voilà. Et j'avais une deuxième question à propos de. Donc, tu as mentionné la progression des investissements sur ces sujets de bioressources marines, et ça a été très bien montré par les statistiques là, que tu nous as présentées. Est-ce que là aussi, en termes de répartition de type de marché, ces investissements tendent à se faire un petit peu bouger les lignes par rapport aux secteurs d'activité les plus porteurs, ou est-ce que voilà, finalement le camembert que tu nous as présenté là, sur l'ensemble, sur la répartition des secteurs d'activité, est-ce que avec ces investissements qui ont tendance à s'accroître, cette répartition reste à peu près la même, ou bien est-ce que il y a d'autres, au-delà de la santé, d'autres secteurs d'activité qui pourraient bénéficier de ces futurs deals? Je pense, alors on entend pas mal parler, hein, les carburants par exemple de troisième génération avec à partir de microalgues. Tu l'as dit aussi, les sujets autour de la qualité des eaux, bon, même si là on est peut-être un petit peu plus encore un petit peu plus en amont, il y a sans doute moins de travail mené là-dessus à partir des enjeux des bioressources marines. Mais voilà, est-ce que cette répartition finalement, tu penses que elle va évoluer en termes de secteur d'activité, du moins, est-ce que tu penses qu'elle va évoluer dans le futur euh, à travers notamment les capacités de mobiliser de l'investissement? Alors, sur cette partie, en effet, je pense qu'il va plutôt y avoir des dynamiques de marché qui vont évoluer. Ça s'est vu sur les 20 dernières années où la découverte de médicaments a toujours été assez présente dans les applicatifs des biotech bleues, mais où on voit quand même une certaine variation. Bah, notamment, tu citais l'exemple des biocarburants avec des dynamiques d'investissement qui sont directement liées au final au cours du baril de pétrole et où ça dépend aussi de la maturité des différentes technologies où la génomique et les approches omiques de manière générale prennent de plus en plus de place au fur et à mesure que les outils bioinformatiques se développent également. Donc là, c'est plutôt en lien avec
les dynamiques aussi de recherche et le transfert de ces technologies dans le monde économique. Donc, il faut s'attendre quand même à ce que la dynamique de marché évolue au cours du temps. Aujourd'hui, c'est la santé qui est motrice, mais justement les applicatifs de dépollution, on projette aussi que ça prenne de plus en plus de parts de marché. Parfait. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Bon, de toute façon, je suis passé un peu vite, mais excusez-moi, vous avez d'abord le contact évidemment d'Anne-Cécile sur le slide. On vous diffusera cette présentation ainsi que le lien vers le replay de ce webinaire. Donc voilà, s'il y a d'autres questions qui vous viennent par la suite, surtout n'hésitez pas à contacter Anne-Cécile, elle sera ravie de pouvoir répondre. Voilà, bah écoute, merci beaucoup Anne-Cécile pour ton intervention très complète. Je vous propose qu'on avance maintenant sur la suite et notamment les événements que l'on voulait partager avec vous, Pierre et moi. On va peut-être commencer avec l'école des investisseurs. C'est vrai que c'est l'objectif de tous ces webinaires que de vous inciter à y participer. Donc on va commencer par ce premier événement très important qui va se tenir le 12 mai. Pierre, je te laisse la parole si tu veux pour en parler et puis nous décrire un petit peu le programme. Je pourrais compléter peut-être un ou deux points en fonction de ce que tu souhaiteras que je dise. Merci Frédéric, merci Anne-Cécile qui a, je pense, bien fait le lien finalement entre R&D, création d'entreprises, investissement et enjeux de développement économique territorial. Donc c'est l'enjeu de l'école de l'investissement, c'est la 3e édition. C'est un événement qui est soutenu par la French Tech National dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle le Community Fund. Et le Community Fund, c'est justement encourager des initiatives en lien avec le développement économique territorial. Donc, si tu peux avancer, s'il te plaît, Frédéric. Oui. Donc, c'est un événement qu'on a voulu assez ambitieux, en toute modestie, en termes de programmation, et qui fait aussi la synthèse finalement des 4 webinaires. C'est l'aboutissement. Donc, on part sur une plénière qu'on va dire d'inspiration, alors qui sera plutôt orienté décarbonation du transport maritime, mais avec une vraie portée sur l'avenir des océans, c'est l'une des clés de l'avenir de l'humanité. Je le pense à titre personnel, mais d'un point de vue scientifique, ça semble également avéré. Donc Catherine Chabot, je pense on présente plus ou pas vraiment, première femme à courir le Vendée Globe. Députée européenne, cofondatrice de la plateforme Océan et Climat, qui a des positions très solides sur la question, et Nicolas Boulet, donc CEO Wizamo, qui est la start-up du groupe Michelin, et qui travaille sur un prototype de voile gonflable pour les navires de commerce. Donc peut-être que Frédéric, tu peux rajouter quelques mots sur la question. Oui, avec plaisir. Effectivement, l'intérêt de cette introduction, enfin de cette séquence plénière de l'école des investisseurs, c'est de faire dialoguer de personnes alors qui se connaissent bien évidemment, mais qui vont certainement avoir des approches assez différentes mais complémentaires. Et justement, l'idée c'était d'instaurer un dialogue un petit peu pendant cette séquence entre Catherine Chabot qui a une très bonne vue sur les aspects réglementaires, législatifs, puisqu'elle y a participé largement en tant que députée européenne. Elle a aussi ses convictions environnementales très ancrées, très importantes, et faire dialoguer Catherine avec Nicolas, qui lui est un chef d'entreprise, qui crée une start-up, donc est confronté à toutes les problématiques de financement, à toutes les problématiques de réglementation, de lobbying également qu'il doit faire et que les acteurs du véhicule doivent faire pour pousser cette filière au sein du transport maritime. Et donc voilà, l'idée c'était de regarder, d'éclairer ces enjeux. En l'occurrence, on va plutôt parler de décarbonation dans cette première partie, mais même si l'EDI est beaucoup plus large, l'école des investisseurs concerne toute l'économie bleue, mais c'était intéressant selon nous de vous présenter ce binôme pour que justement on puisse éclairer le sujet de la décarbonation sous des angles très différents, parce que voilà, si on ne tient pas compte de l'ensemble de ces sujets, les aspects réglementaires, les aspects de financement des entreprises, les aspects d'acceptabilité des armateurs pour accueillir à bord ces systèmes. Voilà, il faut vraiment avoir une vision à 360 pour que cette filière puisse se développer. Et l'objectif de cette école d'investisseurs étant d'essayer de donner un petit peu le maximum de rétex, de conseils, etc. pour les entreprises qui veulent se lancer dans l'économie
produits bleus. Voilà, ça nous paraissait un binôme extrêmement intéressant à ce titre-là. Donc ensuite, alors l'événement sera animé par Nelly Lambert, qui est une journaliste professionnelle qui a longtemps travaillé à la CCI et à l'informateur judiciaire et qui connaît très très bien le territoire et ses problématiques. Donc le nerf de la guerre, c'est la dotation en fonds propres, hein, puisque parfois les projets démarrent sur des niveaux de maturité technologique assez faibles. 4 intervenants suivant 4 niveaux d'intervention: Guillaume Derrien, ABAB, réseau Business Angel, plutôt sur de l'amorçage; François Fauvin, Merinvest, le fonds donc BPGO, Crédit Maritime; Simon pour la partie BPI France, alors lui plutôt orienté start-up plus de 2 ans et développement des PME industrielles; et Éric Voinzon d'Atlampol qui interviendra plutôt sur la problématique d'ultra-amorçage avec une réflexion en cours au sein du pôle. Ensuite, on rentrera vraiment dans les retours d'expérience. 3 binômes, 3 projets, 3 niveaux de maturité et 3 accompagnements différents pour bien montrer là encore le champ des possibles. On démarrera avec donc Jean-Michel Paumet, Zeni, qui travaille sur la dépollution des eaux industrielles. Je parle sous le contrôle d'Anne-Cécile, en reproduisant le phénomène, via le phénomène des algues vertes. Marie Morino, TGS Innovation, donc, qui elle accompagne Jean-Michel Paumet dans le cadre de sa première levée de fonds sur la partie juridique, notamment le pacte d'associés, quel niveau de dilution accepter. Voilà, donc on sera sur le début du processus. Ensuite, Alexandre Seux, Thémo, petit moteur électrique pour les annexes de bateaux de plaisance, qui a démarré à Saint-Nazaire et qui est aujourd'hui à Vannes, avec Émeric Menanteau, donc Axambus, accélérateur industriel. Avec une particularité, Thémo a fait à la fois prototypage, industrialisation et fait maintenant sa fabrication série avec Axambus, donc qui dépend du groupe Cercel et qui est basé à Carquefou. Et puis on fera un petit peu une grosse décennie de recherche de financement, de création de start-up, jusqu'à une belle PME industrielle qui est fleuron de la French Tech, Saint-Nazaire La Baule-Pornic, d'autant plus que Jean-Luc Longroche, dirigeant de Jeps Techno, a été le premier président de la communauté. Et tout ce chemin sera fait en compagnie de Frédéric. Ça permettra de montrer à la fois le continuum d'accompagnement du pôle sur toute la durée, sachant que Jean-Luc est aujourd'hui administrateur, et puis voir les écueils, voir les difficultés rencontrées pour pouvoir témoigner auprès des porteurs de projets qui prendront la suite. Et puis, donc une petite keynote, sur... il y a eu un petit saut, mais c'est pas très grave. Financer demain quand l'innovation responsable intègre les critères ESG. Donc on s'appuiera sur Laurent Omnes, qui est consultant au sein du cabinet 10 septembre, qui est un cabinet conseil spécialisé dans le financement à l'innovation et les aides publiques. Ça permettra de se projeter aussi et de faire un petit peu la synthèse de tout ce qu'on aura vu précédemment. Et entre chaque séquence, on aura au moins 6 pitchs de start-up. Donc on a les 6 premières confirmations. Et je crois que c'est la dernière slide, Frédéric. Voilà, donc 6 porteurs de projets. 3 d'entre eux sont adhérents de la communauté. Thierry Boussion et Uniboat, qui travaillent sur le refit des bateaux de plaisance, dans une logique économie circulaire, et qui installent des moteurs Thémo. Arthur Gérard, Soléo 3S Marine, qui travaille sur des panneaux solaires pour les bateaux de plaisance avec un tracker à 360 qui permet d'optimiser le rendement, et à surface égale, le panneau est 2 fois plus performant. Et puis pour le reste, Arthur Zimmerman Clear, qui lui travaille sur des skates en polymère de façon à réduire les composites et envisage une évolution vers les surfs. Jean-Marie Brussiot, Robot Planète, qui lui travaille sur des robots d'inspection des coques de navires pour éviter de les mettre en cale sèche. C'est bien ça, hein, Frédéric, je ne dis pas de bêtises. Et puis Sébastien, Vectura System, je te laisse présenter, Frédéric, puisque c'est le dernier arrivé et c'est toi qui l'as sourcé. Voilà, donc Vectura System, société basée
entre Nantes et Saint-Nazaire est une société un acteur qui veut travailler à la décarbonation des navires notamment, en faisant d'abord une expertise des consommations de manière assez fine, hein, pas uniquement en calculant le nombre de litres de gasoil consommés à l'année, mais d'essayer de comprendre vraiment le processus de consommation, les différents postes, et de manière assez détaillée, et ensuite fait des propositions de systèmes de décarbonation possibles, que ce soit aller vers l'électrification, aller vers des systèmes alternatifs avec des e-fuels, modifier également peut-être la séquençage des différentes actions au sein du navire, donc avec une approche assez complète et assez holistique de sujet de la décarbonation, sans parti pris quant à la solution technologique à retenir, mais vraiment d'essayer d'adapter à chaque mission finalement ou chaque typologie de navire le meilleur système de décarbonation. Donc pour ça, il développe des différents concepts qu'il présentera lors de cette école des investisseurs. Alors du coup, Et je vais me permettre de... j'avais Vas-y. oublié Gabriel Terrasse, Hydroptère 2.0, Ah qui oui. m'est cher, donc qui a racheté l'épave de l'Hydroptère à Hawaï, qui l'a rapatrié à Nantes, hein, enfin à Saint-Nazaire d'abord, puis à Nantes. Le bateau est à Chantenay désormais, donc il est en train de progressivement remettre en état ce bateau volant inspiré d'Éric Tabarly, et dont la première version a été menée, enfin portée par Alain Thébault, pour en faire une plateforme technologique, une plateforme de mesure, une plateforme de R&D. C'est aussi un beau projet. Voilà. Et donc l'ensemble des 6 startups disposeront d'un petit espace individuel pour permettre, pendant la phase de networking, le rapprochement avec les financeurs, on l'espère, car la plupart d'entre eux, enfin tout du moins Uniboat avec certitude, Clear, Hydroptère et 3S Marine sont en phase de recherche de fonds. Et Euh, aussi pour Sébastien Vertebout, et Vectura Systems, également c'est pareil. Vectura. Donc voilà, donc ça sera un peu l'essence de l'école de l'investissement, rapprocher les porteurs de projets des financeurs possibles pour permettre l'émergence et le développement des projets fidèles à ce que doit être une French Tech de territoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pierre. Alors, avant de passer au deuxième événement, on a une question qui est arrivée entre-temps de Valérie Milsan. Alors, je suis désolé, je l'ai peut-être vu un petit peu tard, mais je me permets quand même de la poser. Anne-Cécile, arrivons-nous à prévoir les emplois qui vont être créés sur la filière dans les 24 prochains mois? Et si oui, quels sont les secteurs finalement qui sont les plus actifs sur ces créations d'emplois? Alors, comme je disais, en fait, il n'y a pas de code NAS pour les biotech bleues, donc au niveau des perspectives d'emploi, il n'y a pas de chiffres officiels. Cependant, sur les dynamiques pour les 2 années à venir, on voit clairement c'est santé et dépollution, les 2 secteurs là où en fait les utilisateurs finaux ont des capacités d'investissement plus importantes et où du coup, ça va sans doute se répercuter sur la dynamique d'emploi. Donc, sur les secteurs, je dirais ça, mais en termes de nombre, je peux pas m'avancer sur des chiffres. Merci beaucoup Anne-Cécile. Et voilà, désolé Valérie de ce petit décalage dans le temps pour votre question. Donc je vous propose de terminer ce webinaire avec donc une deuxième présentation d'un événement qui va être le lendemain de l'école des investisseurs. Donc voilà, si vous venez d'un petit peu loin, ce sera l'occasion de rester une journée de plus ou une nuit de plus sur notre beau territoire. Ce deuxième événement qui lui va se dérouler à Nantes s'appelle Possible. C'est un événement que l'on co-organise avec Nantes Saint-Nazaire Développement, qui est la structure de développement économique du bassin d'emploi Nantes-Saint-Nazaire. Ouais, on est soutenu par le Crédit Maritime, par EDF et puis par l'Université de Nantes, ainsi que par la métropole de Nantes et la CCI. Alors, cette manifestation, on a choisi d'avoir un format, vous le verrez, et on espère vous y voir, assez disruptif. L'objectif, c'est de se projeter, vraiment de faire un événement de prospective, pardon, et de se projeter dans le futur, 2050, 2070, et d'essayer de regarder un petit peu comment la chaîne de valeur maritime aura évolué, avec des contraintes qui sont aujourd'hui euh, connues, hein, je dirais. C'est des enjeux autour de la montée des eaux, c'est des enjeux autour d'un accès à l'énergie qui sera forcément plus compliqué, voire une quantité d'énergie disponible moins importante, et des enjeux autour de l'obligation d'aller vers du recyclage de plus en plus systématique des matériaux. Donc notre optique dans cette manifestation, ça consiste à essayer finalement
de donner l'opportunité à l'ensemble des entreprises notamment, sachant que c'est ouvert à l'ensemble de la communauté maritime, hein, quelle que soit la typologie de la structure. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que les gens arrivent un petit peu à lever le nez du guidon, je dirais, pour se projeter dans un futur qui n'est pas leur futur quotidien, bien sûr, mais plutôt une vingtaine, une trentaine d'années, et d'essayer d'imaginer comment leur entreprise devra évoluer dans le cadre de ces contraintes. Donc on va vraiment essayer de se mettre dans des scénarios concrets d'évolution environnementale, d'évolution voilà, d'accès à différentes utilités, et de questionner l'ensemble des participants sous forme d'ateliers pour essayer de les faire réfléchir sur ces sujets. Alors, je serai un petit peu plus court que Pierre sur l'ensemble du déroulé, mais simplement voilà, vous expliquer que cette journée va se dérouler en 3 temps. Une première une conférence d'ouverture qui sera tenue par Philippe Biwix, qui est peut-être quelqu'un que vous connaissez, hein, qui commence à vraiment avoir une notoriété de plus en plus importante, qui a écrit plusieurs livres sur les enjeux autour de l'économie décarbonée, autour de l'accès aux matériaux, autour d'un monde fini finalement. Alors si on fait le parallèle avec quelqu'un qui est encore plus connu que lui, Jean-Marc Jancovici, c'est un petit peu le pendant, mais sur l'aspect plutôt matériaux. Donc, il nous fera une conférence d'ouverture sur les enjeux maritimes dans un contexte de sobriété. Et puis ensuite, ça va être le cœur de la manifestation, ça va être un travail autour donc des 3 thèmes dont je vous parlais tout à l'heure, avec d'abord un apport de contenu de trois experts des domaines. Donc pour le portuaire, ce sera Frédéric Descombes du CEA, qui a mené un projet qui s'appelle Infraport, un projet de prospective pardon, sur les évolutions portuaires dans le cadre de la montée des eaux. Un deuxième intervenant qui est Erwan Jacquin, qui est un expert maritime très impliqué sur le sujet de la décarbonation du transport maritime, qui a fondé d'ailleurs pour ça un institut national qui s'appelle MIT 2050. Et puis le troisième axe autour des sujets du recyclage, de la construction navale, qui sera introduit par Paul Touret, qui est le directeur de l'ISEMAR, qui d'ailleurs tout comme Erwan avait participé à 2 de nos webinaires précédents dans le cadre de cette série. Alors, au-delà de ces interventions en plénière et d'apport de contenu, d'apport d'expertise, on va avoir ensuite 3 ateliers en parallèle qui permettront de réfléchir avec l'ensemble de la communauté sur ces enjeux, voilà, avec ces nouvelles contraintes, comment les entreprises, comment les acteurs académiques, comment le secteur bancaire devra évoluer pour pouvoir en tenir compte et voilà, quels impacts ça aura finalement dans leurs activités propres. Donc voilà, on va essayer de faire ces 3 ateliers en parallèle. Et à l'issue de ces 3 ateliers, on aura une restitution en plénière des discussions et des contenus qui ont été produits lors de ces ateliers. Donc voilà, même si vous inscrivez pas évidemment aux 3 ateliers, ce qui sera pas possible étant donné qu'ils seront en parallèle, vous aurez quand même la restitution des 3 ateliers. Donc vous pourrez voir un petit peu ce qui se passe aussi sur les autres sujets. Et puis on clôturera par une intervention de Nelly Ponce qui fait le parallèle quand on parle de grand épuisement, on pense dans le cadre de notre manifestation évidemment épuisement de la planète, mais elle fait le lien également avec tous les humains que ça concerne et de regarder un petit peu comment finalement nos activités individuelles sont aussi impactées par ces sujets d'épuisement des ressources. Voilà, donc une manifestation, voilà, c'est un concept que l'on tente, hein, très très prospectif comme je vous le disais. Donc voilà, on va voir, on espère que ça satisfera les demandes et c'est un événement qu'on aimerait faire de manière récurrente pour voilà, petit à petit essayer voilà, par contribuer, je ne vais pas dire prendre conscience, mais contribuer à ce que chacun prenne conscience un petit peu des enjeux qui arrivent là maintenant de manière malheureusement assez inéluctable sur l'ensemble de nos sociétés. Voilà, donc ce qui conclut notre webinaire. Donc voilà, je conclurai juste pour à nouveau vous remercier de votre participation, remercier Anne-Cécile de son intervention, remercier également Pierre du travail collectif, collaboratif que l'on fait ensemble. C'est toujours extrêmement agréable. Donc ces 2 événements, on vous y attend nombreux, le 12 et 13 mai à La Baule et à Nantes. Et voilà, en espérant vous y voir. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne après-midi et une très bonne semaine. Merci. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée à tout le monde. Merci Anne-Cécile, merci Merci, Frédéric. au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.